Bonjour, allez, on attaque tout de suite ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui franchement nous concerne absolument tous, le marché du travail. Vous savez, au quotidien, on utilise souvent les mots travail, emploi, salarié ou indépendant, un peu comme des synonymes, on les mélange. Sauf que sur le plan juridique et économique, eh bien ce sont des concepts ultra précis. Le but de notre analyse aujourd'hui, c'est justement de démystifier tout ça. On va voir très clairement ce qui définit un emploi, quels sont les vrais statuts et quels sont les droits qui vont avec. Bref, on va remettre les bases à plat et c'est parti. Au programme de cette explication, 5 étapes clés. On va commencer par la grande distinction, travail ou emploi. Ensuite, on mettra face à face le salarié et l'indépendant. En 3, on évitera le fameux piège des catégories, puis on se penchera sur les contrats et les conventions collectives. Et on finira bien sûr sur ce qui fait vraiment les critères d'un bon emploi. On commence donc avec notre première partie, travail ou emploi. Parce que oui, la nuance est de taille. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a le travail. Au sens très large du terme, le travail c'est tout simplement une activité de production. Et ça s'englobe énormément de choses. Le bricolage du dimanche, le jardinage ou même faire du bénévolat pour une association. Ça demande un effort, ça produit un résultat, donc oui, c'est du travail. Mais attention, le terme couvre aussi le travail au noir, clandestin. De l'autre côté, le contraste est frappant avec l'emploi. Un emploi, c'est une forme de travail super spécifique qui doit absolument cocher des cases très strictes. Ça doit être légal, ça doit être rémunéré et ça doit être déclaré. Pour faire simple, repeindre le salon d'un pote gratuitement le week-end, c'est du travail, on est d'accord, mais ce n'est carrément pas un emploi. Et c'est ce qui nous amène à la vraie définition officielle. Le point crucial à retenir, c'est qu'un emploi, c'est une activité légale qui produit des biens ou des services, mais surtout qui s'exerce dans ce qu'on appelle un cadre institutionnel. Ça peut être une entreprise privée, une association, une coopérative. Dès l'instant où l'activité rentre dans ce cadre bien défini, bam, elle est automatiquement rémunérée et déclarée aux autorités. C'est vraiment cette définition très stricte qui va nous servir de socle pour tout le reste. On passe à notre deuxième partie, salarié face à l'indépendant. Deux mondes, deux réalités. Concrètement, qu'est-ce qui sépare ces deux statuts ? Ça se joue principalement sur 3 critères. D'abord le contrat. C'est simple, le salarié a un contrat de travail obligatoire. L'indépendant, lui, n'en a pas avec ses clients. Ensuite, la rémunération. Le salarié touche un salaire fixe, prévu à l'avance à la fin du mois. L'indépendant, c'est complètement différent. Son revenu est variable, il dépend directement de ses ventes ou de ses missions. Et enfin, le troisième point, le statut. Le salarié est sous l'autorité d'un patron, il y a un lien de subordination juridique. L'indépendant, comme son nom l'indique, n'a pas de patron. Mais en contrepartie, il a l'obligation d'être immatriculé au registre du commerce pour son activité. Et là, il faut vraiment insister sur une protection économique absolument majeure pour le salarié. Son salaire est totalement indépendant des résultats de l'entreprise. C'est un principe fondamental. Que la boîte fasse des bénéfices records ou qu'elle traverse une grosse crise financière, le salaire de base, qui est écrit sur le contrat, il doit tomber à la fin du mois. Alors oui, il peut y avoir des primes de performance en plus, bien sûr, mais le filet de sécurité de base est là. C'est tout l'inverse de l'indépendant qui, lui, encaisse directement le risque économique de son activité. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de revenu. Troisième point de notre analyse, et c'est un point où on se fait souvent avoir, le piège des catégories. Je vous pose la question, un cadre sup dans une grande entreprise, est-ce que c'est un employé ? Comme ça, dans le langage courant, on a tous envie de dire « bah oui, il est employé par la boîte, donc c'est un employé ». Mais la réalité statistique et légale, elle est beaucoup plus subtile que ça. Et voici la subtilité. C'est presque un moment eureka. D'un côté, on a le fait d'avoir un emploi. Ça veut juste dire avoir un employeur. Donc oui, dans ce sens-là, n'importe quel cadre a un emploi. Mais de l'autre côté, quand on regarde les statistiques officielles, on utilise les PCS, les professions et catégories socio-professionnelles. Et dans cette grille très stricte, employé, c'est une catégorie socio-professionnelle bien spécifique qui est totalement différente de la catégorie cadre ou ouvrier. Bilan des courses, un cadre a bien un emploi, mais il n'appartient absolument pas à la catégorie des employés. Il faut vraiment garder ça en tête quand on décortique les chiffres du chômage ou de l'emploi. Ce qui nous amène à notre quatrième partie, contrat et convention collective. C'est là que s'écrivent les règles du jeu. Le pilier central pour un salarié, c'est évidemment son contrat de travail. Ce n'est pas juste un bout de papier, c'est un document obligatoire qui engage vraiment les deux parties. L'employeur, lui, s'engage sur la rémunération, sur les missions et sur le type de contrat, CDD ou CDI. Mais attention, en face, l'employé s'engage aussi, c'est donnant-donnant. Si le salarié ne respecte pas les règles, par exemple avec des retards répétitions ou des absences injustifiées, eh bien ça peut totalement mener à un licenciement pour faute professionnelle. C'est vraiment un équilibre de devoirs réciproques. Mais, au-delà du simple contrat individuel, il y a une autre couche juridique juste au-dessus qui est hyper importante. C'est la convention collective. C'est quoi exactement ? C'est un vrai texte de loi issu des négociations entre ce qu'on appelle les partenaires sociaux. Donc d'un côté les représentants des patrons, comme le MEDEF par exemple, et de l'autre, les syndicats qui représentent les salariés.
Leur objectif? Prendre le code du travail, qui est quand même très général, et l'adapter à la réalité du terrain, secteur par secteur. Ça permet de créer des règles sur mesure, beaucoup plus adaptées à la vraie vie de l'entreprise. Et concrètement, ils négocient quoi, ces partenaires sociaux? Généralement, ça tourne autour de 4 très grands thèmes qui impactent directement la vie des travailleurs. 1. Les salaires, avec les fameuses grilles de salaire minimum par branche. 2. Les congés, que ce soit les jours de congés payés ou les jours en plus pour l'ancienneté. 3. Les conditions de travail, donc tout ce qui est aménagement des horaires, règles de sécurité. Et 4. Les garanties sociales, comme le calcul des indemnités de licenciement ou certaines primes spécifiques. Bref, c'est vraiment via ces conventions que se dessine la qualité de notre environnement de travail au quotidien. Et on arrive enfin à notre 5e et dernière partie. On a parlé de l'emploi, mais maintenant parlons du bon emploi. Bon, avant de définir ce qu'est un bon emploi, il faut faire un petit détour par son exact opposé, le chômage. Parce que le chômage, attention, ce n'est pas juste ne pas travailler. Pour l'INSEE ou le Bureau international du travail, il y a 3 critères cumulatifs. Il faut être sans emploi, être immédiatement disponible pour bosser et être en recherche active. Tout l'enjeu des politiques économiques, c'est de sortir les gens de cette situation, mais pas pour les mettre dans n'importe quel job. L'enjeu, c'est de créer des emplois de qualité. Alors, c'est quoi un bon emploi aujourd'hui? Eh bien, ça va bien au-delà du simple chiffre en bas de la fiche de paye. On retient généralement 6 grands piliers. Un bon emploi, c'est un environnement qui garantit d'abord la santé et la sécurité au travail, c'est une rémunération qui est juste, c'est un temps de travail qui permet une vraie conciliation entre vie pro et vie perso, c'est aussi une sécurité de l'emploi avec une protection sociale solide, c'est un espace où le dialogue social et syndical existe, et enfin, c'est un job qui offre de la formation continue pour ne pas rester sur la touche face aux évolutions du marché. C'est vraiment le paquet complet de ces 6 critères qui définit un emploi de qualité. Pour terminer notre décryptage, ça soulève une sacrée question. On a bien vu les définitions strictes, les statuts, le rôle clé des contrats et des conventions, mais aujourd'hui tout va très vite. Avec les nouvelles technologies, le télétravail, les nouvelles attentes des travailleurs, comment le marché va-t-il réussir à réinventer cet équilibre ultra fragile? D'un côté, la flexibilité que réclame l'économie, et de l'autre, la sécurité légitime dont les travailleurs ont besoin. Est-ce que les définitions qu'on a vues aujourd'hui vont devoir muter? C'est le grand défi des prochaines années. Ça donne matière à réfléchir, non? Merci d'avoir suivi cette analyse et à la prochaine!